Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi à 10h30, vous le savez, nous recevons une personnalité de la société civile ou autre pour évoquer un sujet dans l'actualité. Et là, on va parler des EHPAD, de la vaccination dans les EHPAD en particulier, vaccination qui démarre, vous le savez, extrêmement lentement. On va en reparler évidemment à 11h dans nos débats. Avec moi en ligne, Romain Guilzaume, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Peut-être un point avec vous avant de parler de la vaccination sur la situation du virus dans les EHPAD. Écoutez, le virus circule au sein des établissements comme il circule encore partout en France. Alors avec cette différence que par rapport à la première vague, aujourd'hui d'abord on a un petit peu de recul sur le fonctionnement du virus, sur sa diffusion et donc sur les moyens de protection. L'État a notamment débloqué un certain nombre de dispositifs aussi suite à nos demandes et à l'évolution de l'épidémie, notamment la disponibilité en masques, le fait également de pouvoir renforcer les équipes pour être plus présents et puis le fait de disposer de tests réguliers, etc., qui permettent évidemment de lutter contre ce virus. Sur ce qui est en train de se passer en termes de vaccination, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quelle est la position de l'association des directeurs de services des personnes âgées? Visiblement, c'est très très différemment envisagé selon les établissements. Certains établissements n'ont visiblement reçu aucune information. Qu'est-ce que vous dites? Écoutez, que cette campagne a démarré symboliquement le 27 décembre. Donc oui, mais pardon de vous interrompre, on n'est plus dans le symbole, là on est dans l'urgence. Oui, je l'entends bien. Pour autant, aujourd'hui, ce qui a été engagé par l'État, c'est effectivement un lancement symbolique le 27 décembre, c'est-à-dire en pleine période de fête, pour marquer le fait que la France avançait sur ce point. Maintenant, les structures elles-mêmes ont reçu un protocole de la part de l'État depuis cette fin d'année. Donc, il est normal que les choses se mettent en place sur les semaines à venir, puisque jusqu'à présent, les familles, les personnes âgées, les professionnels eux-mêmes étaient sur une période de fête avec des congés franchement largement mérités. Oui, et donc là, comment ça s'organise? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que les EHPAD sont prêts aujourd'hui à vacciner les personnes âgées? Non. À vacciner, non, clairement, parce que dans ce protocole, il est prévu un certain nombre d'étapes à respecter. Pour pouvoir vacciner, il faut que vous puissiez au préalable commander le bon nombre de doses, parce qu'avec les modes de conservation, vous n'avez que 5 jours pour assurer cette vaccination. Pour commander le bon nombre de doses à prévoir, il faut d'abord que vous ayez pris le temps de recueillir le consentement des personnes, de sorte à savoir qui souhaitent être vaccinées ou qui ne le souhaitent pas. Et pour pouvoir recueillir ce consentement, il faut que vous ayez d'abord un rendez-vous avec un médecin traitant. Donc on voit bien que toutes ces étapes font que de fait, d'un point de vue logistique, d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue également, je dirais, juridique et éthique, il faut effectivement prendre un certain nombre de temps, je dirais quelques semaines d'ailleurs, comme l'avait tout à fait annoncé Olivier Véran à propos. Mais vous ne trouvez pas que c'est quand même aberrant de voir qu'il y ait toutes ces procédures Je voyais hier le tweet d'un confrère, Claude Veil, qui dit: tiens, comme je suis un peu maso, je suis allé lire ça, le guide de vaccination envoyé aux EHPAD fin décembre, 45 pages, c'est dément, le prototype de ce que peut produire le mariage de la technocratie et de l'ivresse réglementaire. Tous les éléments du retard sont là, noir sur blanc. Est-ce que vous partagez ça? J'ai entendu, moi, d'autres personnels soignants dire que ces 45 pages étaient absolument aberrantes pour un vaccin. Et la difficulté, c'est pas tant le protocole à mettre en place, parce qu'en fait, compte tenu du vaccin dont on dispose et de ses spécificités en termes de conservation et donc de logistique, tous les établissements pour personnes âgées n'ont pas de frigo à moins 80 degrés. Même aucun établissement aujourd'hui en France n'a de frigo à moins 80 degrés. Donc en fait, vous avez des impératifs logistiques qui imposent effectivement de suivre un certain nombre d'étapes et de prévoir une organisation assez fine. Donc de ce point de vue-là, les 45 pages semblent plutôt appropriées. Du point de vue du consentement, elles le sont aussi, parce que je vous rappelle, mais vous le savez tout aussi bien que moi, qu'un certain nombre de Français est assez indécis, voire réticent à se faire vacciner. Et la stratégie de l'État a été de faire en sorte de ne pas rendre ce vaccin obligatoire. Et dans ce cadre-là, si le vaccin n'est pas obligatoire, et ça nous paraît plutôt opportun, il faut prendre du temps pour convaincre. Par contre,
Par contre, si le protocole nous paraît adapté, s'il n'est pas possible d'accélérer à notre sens aujourd'hui en établissement pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, mais aussi pour des questions de ressources humaines, il nous semble que ce qui pourrait permettre d'augmenter le nombre de personnes vaccinées, c'est de faire en sorte d'engager la préconisation qui était la nôtre au début de la préparation de cette campagne vaccinale. C'est d'élargir la cible des personnes prioritaires. Aujourd'hui, l'État a choisi de retenir la préconisation de la Haute Autorité de Santé qui vise à mettre en priorité les personnes âgées qui vivent en établissement et quelques professionnels qui sont susceptibles eux-mêmes d'être fragiles à l'égard du coronavirus parce qu'ils peuvent avoir quelques comorbidités ou polypathologies. Bon, c'est un premier élément. Nous avions, nous, demandé à ce que les personnes âgées qui vivent à domicile, qui sont tout aussi fragiles à l'égard du coronavirus, pour lesquelles il y a certainement eu autant de décès qu'en établissement, elles fassent partie de cette cible de première phase vaccinale. Et il nous semble qu'effectivement, notre préconisation s'avère pouvoir être opportune aujourd'hui. À défaut de pouvoir accélérer, il faut élargir le public cible des prioritaires, notamment aux personnes âgées qui vivent à domicile, et je dirais à tous les professionnels qui aujourd'hui seraient prêts à être vaccinés, parce que ça permettrait d'augmenter le nombre de personnes vaccinées assez rapidement, et dans un même temps, ça laisserait du temps pour toutes les personnes qui aujourd'hui sont indécises et ont besoin d'avoir plus d'informations, de prendre rendez-vous avec leur médecin traitant, etc. Est-ce que vous avez une idée à peu près de la... Enfin, c'est une question peut-être un petit peu difficile, du nombre, du pourcentage de personnes en EHPAD qui souhaitent se faire vacciner ? Écoutez, c'est effectivement compliqué parce que ça dépend un petit peu des sondages. Mais on voit bien qu'au même titre que dans la part de la population française en général, parmi les personnes âgées en établissement ou parmi les professionnels qui y travaillent, il y a un certain nombre de personnes qui se disent être prêtes à être vaccinées là assez rapidement. Et puis, il y a encore un certain nombre de personnes qui sont indécises, voire d'autres qui ne souhaiteront pas être vaccinés, ce qu'il faut respecter aussi, puisque l'État a choisi de ne pas rendre cette vaccination obligatoire. Mais nous voyons bien qu'il y a une marge, notamment pour qu'un certain nombre de personnes qui aujourd'hui se disent prêtes à être vaccinées puissent accéder à cette vaccination rapidement dès lors que l'État élargira cette cible de vaccinés sur la première phase. Une question, il y a une fake news, comme on dit, qui circule, selon laquelle des personnes âgées auraient subi des pressions pour être vaccinées et à qui on aurait dit si vous ne vous vaccinez pas, vous n'irez pas à la cantine. J'ai entendu, j'ai lu que c'était une fausse information. Je voulais vous entendre, vous, responsable de maisons de retraite, d'EHPAD, sur ce sujet. Valérie Expert, d'abord, vous me rassurez quand vous me dites que vous avez entendu cela et que vous avez vu que c'était une fake news. Parce qu'effectivement, si le protocole, notamment, prend du temps sur la question du consentement, c'est parce que clairement, les personnes âgées qui vivent en établissement sont avant tout des citoyens comme les autres. Dès lors qu'aucun Français ne se voit obligé à la vaccination, il n'y a pas de raison que parce qu'on aurait un certain âge, parce qu'on vivrait dans un type d'habitation particulier, qui sont les établissements pour personnes âgées, il n'en serait pas de même pour soi. Et donc, qu'il faille prendre du temps pour informer les gens avec transparence, avec clarté sur les bénéfices de cette vaccination, sur le fonctionnement de ce vaccin, sur les risques éventuels, c'est normal, il faut le faire. Et c'est certainement la meilleure stratégie pour convaincre les gens. D'autant que nous le savons, les Français, et ça se traduit dans chaque sondage, les Français ont plutôt confiance dans leur médecin traitant. Donc ce temps nécessaire pour qu'il y ait un rendez-vous, pour se voir expliquer l'intérêt de la vaccination, pour décider si on souhaite ou pas être vacciné, est absolument essentiel. Et donc il faut qu'il soit pris de la même manière pour les personnes âgées qui vivent en établissement comme pour tout autre citoyen. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Romain Gilshaume. Oui, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, simplement, on voit bien que l'État se concentre très souvent sur la question des personnes âgées et des professionnels en établissement. Il faut toujours mesurer que la moitié des personnes âgées qui aujourd'hui sont fragiles vivent en établissement, mais l'autre moitié vit à domicile. Oui, c'est important de le dire. Tout autant, d'où l'intérêt de les intégrer dans cette première phase vaccinale rapidement. Mais ils ont été oubliés ? Clairement, vous savez, les professionnels et les personnes âgées de l'aide à domicile ont été oubliés sur la première phase épidémique
ils n'ont pas reçu les mêmes revalorisations salariales, ils n'ont pas le même soutien pour accéder à des matériels, je vous parlais des masques tout à l'heure, ou des tests. C'est encore le cas aujourd'hui. Tous les départements n'ont pas payé la prime Covid qui avait été annoncée par le président de la République. Donc on voit bien qu'ils sont toujours oubliés ou font partie d'une seconde vague. Aujourd'hui, l'État pourrait faire en sorte qu'ils ne soient pas les oubliés de cette seconde vague épidémique et qu'ils bénéficient strictement des mêmes dispositions que celles qui sont mises en place pour les établissements et les professionnels en établissement. Comment, juste un dernier mot sur les fêtes, comment est-ce que ça s'est passé pour ceux qui étaient dans ces EHPAD? Est-ce que le moral a été difficile? Des fêtes particulières, comme pour vous, moi, tous les Français. Le président de la République avait permis des assouplissements pour tous les Français. C'était le cas également pour les personnes âgées qui vivaient en établissement, avec une facilité pour plus de visites des familles, des possibilités également d'aller les retrouver pendant des temps de déjeuner ou de dîner. Donc tout cela a permis effectivement que chacun d'entre nous puissions passer des fêtes de façon plus proche, et c'était bien heureux et là aussi tout à fait conforme au fait que chaque personne âgée dans ce pays est une personne citoyenne avant tout. Comment on fait avec les malades d'Alzheimer pour recueillir le consentement? Ce sont les familles? Il faut passer beaucoup de temps et puis effectivement, vous soulevez une question qu'il faudra que l'État traite à l'issue de cette crise, parce qu'on voit bien qu'il y a deux situations. Une situation très simple, de personnes comme vous et moi qui savent dire pour elles-mêmes, des personnes qui ont des difficultés parce qu'elles peuvent avoir des pathologies de type Alzheimer comme vous l'évoquez, mais qui aujourd'hui bénéficient d'une protection juridique ou qui ont une personne de confiance qui a été nommée tout à fait clairement. Et donc, c'est cette personne, ce tuteur, ce mandataire qui va dire pour la personne elle-même. Et puis, nous avons une espèce de zone grise parce qu'il y a un déni de justice en France depuis 20 ou 25 ans pour ces personnes âgées, parce que la justice ne traite pas les demandes comme elle le devrait parce qu'elle est largement encombrée. Et donc, effectivement, pour ces personnes qui ont difficile à dire pour elles-mêmes, mais qui pour autant n'ont pas de mandataire précisément indiqué, eh bien, il faut prendre beaucoup de temps. Et clairement, on voit bien que la famille peut être un recours dans certaines situations parce qu'elle peut connaître des habitudes de vie. Par exemple, si la personne se faisait vacciner tous les ans pour la grippe, il y a fort à parier qu'elle pourrait être intéressée à être vaccinée. Et pour autant, on voit bien que la famille, ça reste difficile. D'abord parce que c'est une responsabilité pour la famille. Et puis d'autre part, on a bien vu dans le cas de Vincent Lambert combien une famille peut avoir des avis partagés. Et donc, c'est une situation très inconfortable pour la famille aussi. Merci Romain Gilshaume d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Et puis, bon courage pour cette campagne qui démarre. On refera peut-être un point avec vous dans quelques jours. Merci à vous d'avoir été sur Sud Radio.